Salut à tous, ravi de vous retrouver encore une fois comme chaque jeudi, place à votre rendez-vous tech 01 Hebdo et c'est le numéro 307 aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Salut François, bonjour à tous, vivement le numéro 3008. Ah oui, bon, voilà, on sera un petit peu plus vieux. Bon, voici le sommaire. De quoi allons-nous parler cette semaine? Tout d'abord de cette fuite massive de données Facebook, plus de 500 millions de numéros de téléphone librement disponible sur Internet. Gilbert Kallenborn va tout nous dire. Oui, j'ai même vu ton numéro de téléphone, Jérôme. C'est pas vrai. On parlera de Covid Tracker, cet outil pour pister l'épidémie. On recevra son fondateur tout à l'heure. On est très heureux. Nous recevrons également l'un des responsables du projet Fairphone, vous savez, ce smartphone équitable qui poursuit son histoire. Ça se passe plutôt pas mal. Voilà, ça sera notre rendez-vous Tech Care. Et puis on terminera ce 01 Hebdo avec la story de Jordan et Nicolas Lelouch qui répondra à vos questions avec le hashtag Je veux savoir. Et bien voilà, on est ravis de vous accueillir cette semaine encore dans ce nouveau 01 Hebdo. C'est parti. On y va. En tout cas d'être là, vous le savez, le jeudi c'est 01 Hebdo, après bien évidemment cette émission est diffusée tout au long de la semaine sur 01 TV, la chaîne, sur les box Orange, Free, SFR bien sûr et sur le réseau satellite FranceSat. Jérôme, oui, attention, on va commencer dans un instant avec l'actu. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag 01 Hebdo bien évidemment. Voilà, mais avant de donner la parole à nos deux invités prestigieux, on est vraiment ravis de les recevoir aujourd'hui. On va parler Fairphone, le smartphone équitable, et puis on va parler également de Covid Tracker, le site web qui fait le buzz depuis plusieurs semaines. Mais avant cela, c'est l'actu. Et Jérôme, je sais que cette semaine, tu étais content parce que, encore une fois, tu as voulu faire l'école à la maison. Je le sais très bien, oui. Tu as branché ton petit ordinateur. Moi, ce serait plutôt école buissonnière à la maison. Mais... C'est ça, tu as voulu te connecter pour suivre tes cours. Et là, patatras, ça n'a pas marché, Jérôme. Cela dit, visiblement, vu l'ampleur que prend cette histoire-là, tu n'étais pas le seul. Plus de 12 millions de collégiens et lycéens se sont retrouvés dans la panade, car ça a coincé. Alors mardi, vous savez, c'était après le lundi de Pâques, ça devait être la reprise des cours. Oui. Et tout le monde en distanciel grâce aux nouvelles technologies. Eh bien, sauf que les nouvelles technologies, elles ont complètement buggé. Alors, d'abord, c'est la plateforme Ma Classe à la maison. Si vous avez des enfants en bas âge près de chez vous, eh bien, vous connaissez sans doute cet outil qui permet de se connecter à différents environnements. Et puis, il y a justement ce qu'on appelle aussi, par ailleurs, les ENT, les environnements numériques de travail, pour accéder à plein de ressources, converser avec les professeurs, les autres élèves, suivre des cours, etc. Eh bien, ça a bien bugué à 9h du matin. Les gens, les pauvres, ils étaient là sur leurs ordis et ils n'arrivaient pas à se connecter. Eh oui. Le drame. Et donc, bien sûr, ça a posé pas mal de problèmes parce qu'on peut imaginer que l'organisation, en plus du travail à la maison, enfin de l'école à la maison, c'est pas compliqué avec les parents qui télétravaillent pour la plupart du temps. Enfin bref, voilà, c'était un peu le cauchemar. Pas simple. Alors, bien sûr, ça a créé la polémique, cette histoire-là. Et oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pourquoi est-ce que ces sites n'étaient pas disponibles? Alors, c'est toujours pareil, on a du mal à avoir des infos dans ce cas-là, mais quand même, le ministre Jean-Michel Blanquer a pris la parole assez vite, notamment sur les réseaux sociaux. Et alors, d'abord, il a parlé de cyberattaque. Il en a reparlé d'ailleurs, me semble-t-il, à l'Assemblée l'après-midi. Il a parlé de cyberattaque. Alors, est-ce qu'il y a eu des cyberattaques? Eh bien, très vite, dès le lendemain, une enquête a été ouverte. Et c'est notamment... Par l'ANSSI, bien sûr. Voilà, c'est l'ANSSI qui va s'occuper de ça pour savoir s'il y avait eu des cyberattaques. Parce que franchement, il y a un peu des suspicions. Je trouve qu'on a l'impression que la cyberattaque, elle a bon dos. Oui. Dès qu'il y a un problème, mais c'est une cyberattaque en fait. Est-ce que finalement, tout le service IT de l'éducation nationale était prêt? Parce que c'est la question qu'on peut se poser, Jérôme. Oui. Est-ce qu'on n'a pas assisté tout simplement à un sous-dimensionnement des connexions qui a fait que, comme il y a 12 millions d'élèves qui se sont connectés en même temps, ça a planté. Vous savez que ça arrive de temps en temps, et pas que dans ce type de sujet. Lors de la sortie de la PS5, on se souvient que la
plupart des sites de e-commerce étaient tombés en rade parce que tout le monde essayait de se connecter en même temps. Est-ce que ça ne serait pas ça, finalement, le souci principal ? Exactement, parce qu'en fait, on voit bien que ces outils, ils ont été faits pour qu'on puisse se connecter occasionnellement ou par région ou à certains moments, mais pas tout le monde en même temps. Et là, effectivement, il y avait tout le monde en même temps. Donc, on verra s'il y avait ou pas vraiment cyberattaque. Alors, le ministre de l'Éducation nationale aussi a pointé du doigt OVH, OVH Cloud, qui en effet héberge une partie de ces sites, mais pas tout. Il faut savoir que Amazon Web Services, par exemple, le cloud Amazon héberge aussi quelques-uns de ces services de l'éducation nationale. Et Michel Paulin, qui est le directeur général d'OVH, a voulu très vite réagir, Jérôme. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé Michel Paulin. Il s'est fendu d'un tweet l'après-midi pour dire écoutez, désolé, mais en fait, OVH n'a rien à voir là-dedans. Et l'incendie du data center de Strasbourg n'a rien à voir là-dedans non plus. Oui, parce qu'il semblerait aussi que Jean-Michel Blanquer ait un peu mélangé, se soit un petit peu mélangé les pinceaux. Il a parlé aussi de cet incendie d'OVH. Oui, c'est ça, voilà. Alors que, l'incendie, ça fait 3 semaines, ça n'a rien à voir, en fait, avec ce souci-là. Visiblement, en tout cas. Mais c'est vrai que tout est opaque, quand même. On n'a pas toutes les informations encore. Non, et on espère qu'on pourra véritablement savoir ce qui s'est passé, parce que c'est intéressant. D'ailleurs, il faudra éviter que ça se reproduise, même si ça s'était déjà produit lors du premier confinement. Donc, effectivement, c'est un peu surprenant. On pensait que tout était prêt. Alors, dans l'actu cette semaine. L'actu aussi, c'est un rendez-vous que un carton d'invitation. Un carton d'invitation et un rendez-vous qu'on vous fait suivre depuis de très nombreuses années sur 01 TV. Vous savez, c'est les keynotes des géants de l'Internet. Alors, on sait qu'il y a la WWDC, ce sera le 7 juin prochain. Ça sera à suivre sur 01 TV, bien sûr. C'est Apple, on en a déjà parlé la semaine dernière. Autre rendez-vous important, Jérôme, qui se profile. C'est la saison. Et c'est normal, c'est Google, effectivement. Google qui organisera donc sa Google I.O. 2021. Rappelez-vous, la Google I.O. 2020 avait été annulée. Oui, elle avait été annulée. À cause de Covid. On était au cœur de l'épidémie avec des conséquences, on se souvient, dramatiques aux US, où il y avait, ça flambait dans tous les sens. Et Google, de manière assez sage d'ailleurs, avait décidé d'annuler cette Google I.O. On renoue donc avec cet événement, qui est un événement en plus très important pour Google, Jérôme. Oui, comme pour Apple, c'est vraiment l'événement destiné aux développeurs. Donc c'est souvent très tech. D'ailleurs, ça dure plusieurs jours. Ça va durer 2 jours, entre le 18 et le 20 mai. Le 18 et le 20 mai. Mais c'est précédé d'une grande conférence qui nous intéresse, nous, grand public, parce qu'il y a souvent de belles annonces. Et là, on attend des choses. Forcément. Alors, il y aura une nouvelle version d'Android, peut-être Android 12, peut-être aussi, alors pas forcément de nouveaux produits hardware, puisque vous le savez, c'est en général décalé. C'est plutôt à la fin de l'année, en octobre, que Google fait une autre keynote où il présente de nouveaux téléphones. Mais peut-être qu'on aura des nouvelles du Pixel 5a. Vous savez que chaque année, il y a une déclinaison du Pixel en A. La dernière version, c'était le Pixel 5. Donc là, le A devrait arriver, qui est, on va dire, plus bon marché, avec un excellent rapport qualité-prix. Et puis de nouveaux services que Google donc dévoilera à toute sa communauté de développeurs. Voilà, donc rendez-vous le 18 mai. On vous donnera l'heure exacte, on vous enverra les cartons, tout ça. Tout ça, et puis ça sera à suivre. Évidemment, la keynote de présentation de démarrage sera à suivre aussi sur 01 TV. L'actu, François, c'est aussi une histoire c'est toujours dans la catégorie smartphone, mais c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est le constructeur coréen LG qui débranche carrément, vous vous rendez compte, qui débranche sa filiale smartphone. Voilà, LG arrête de fabriquer des smartphones. Alors c'est une demi-annonce. On s'y attendait un peu. On s'y attendait. Ça faisait quelques années que cette branche du smartphone était un petit peu en réanimation, si je puis me permettre. Elle était vraiment... Ça faisait 6 ans qu'il galérait pas mal. Qu'il galérait. Et là, voilà, je pense que LG s'est rendu compte qu'il fallait arrêter les frais. Et donc, c'est terminé. Il n'y aura plus de smartphone LG, Jérôme. Ouais, c'est une page qui se tourne. C'est vraiment une page qui se tourne parce que LG, c'est quand même 26 ans de téléphonie mobile, avec des produits, effectivement, qui ont vraiment contribué à démocratiser le smartphone. Et ils ont annoncé ça lundi. En fait, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Enfin, victime de la concurrence chinoise, ils étaient un peu le numéro 2 derrière Samsung pendant très longtemps. Et puis, il y a le bulldozer chinois qui est arrivé avec toutes ces nouvelles marques chinoises et ils ont visiblement eu du mal à faire face. Ils ont cherché un repreneur qu'ils n'ont pas trouvé
Et donc, comme tu l'as dit, ils préfèrent lâcher l'affaire. Oui, alors c'est triste, et comme tu le disais, ça fait des années que LG n'arrive plus à vendre de manière significative des téléphones. Je crois qu'il représentait 1% du marché ces derniers temps. Je me souviens plus des chiffres, mais c'était vraiment ridicule. Très, très bas, bien sûr. Et c'est dommage parce que, comme tu le disais, il y a quelques années encore, LG faisait de très bons téléphones. Ils avaient beaucoup innové, oui. Vraiment des trucs étonnants. Oui, avec souvent même des écrans. Montres connectées. C'était les premiers à avoir fait des montres connectées téléphones. Des écrans qui étaient aussi incurvés. Enfin, il y avait eu pas mal de nouveautés. Souvent, c'est vrai, c'était des échecs. Mais bon, voilà. Écoutez, c'est une page qui se tourne. Il n'y aura plus de smartphone LG. Alors, LG continuera, bien sûr, à fabriquer des pièces détachées pour les autres constructeurs de téléphones. Il faut savoir qu'LG est très bon dans les écrans. Ils ont d'autres aussi particuliers. Et puis, il y a peut-être des questions qui se posent pour les gens qui possèdent et qui utiliseraient encore des smartphones 5G, des smartphones LG aujourd'hui, non pas 5G, mais LG. Oui. Voilà, est-ce qu'il y aura encore les mises à jour de sécurité, etc. Et on devrait normalement avoir des précisions de la part d'LG dans les semaines qui viennent. Voilà, et rappelons qu'au départ, LG voulait revendre sa filiale smartphone, mais personne ne s'est proposé en tant que repreneur. Donc voilà, ils ont préféré tout simplement fermer boutique. C'était trop cher. Ouais, c'était trop cher. Ouais. Oui, et puis en plus, tu te serais retrouvé quand même avec pas mal de stocks de vieux smartphones LG. Je ne sais pas trop ce que tu en aurais fait. Bon, après LG, on va parler de Tim Cook. Tim Cook qui, et c'est rare, a donné une interview très intéressante dans un podcast du New York Times. Jérôme. Exactement, il a répondu aux questions d'une journaliste dans un podcast. Vous savez que le podcast, ça explose, notamment aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs. D'ailleurs, notre podcast chez Jérôme et François explose aussi. Mais il explose aussi. Tiens, quelle belle transition. C'est vrai. Vous savez que tous les mois, vous nous retrouvez. Et avec Jérôme, on se fait un petit podcast entre nous, comme à la maison, à la cool. Voilà. Et vous pouvez le retrouver. Toutes les émissions de 01 TV que vous pouvez désormais retrouver en podcast audio. Mais également. Oui, ça aussi, il faut le dire, Jérôme. Tous les podcasts de 01 TV sont disponibles maintenant sur les principaux agrégateurs de podcasts, Apple, Google, etc. Vous pouvez nous retrouver partout. Voilà, en version audio. Alors, cela dit, pour revenir à Tim Cook, donc dans ce podcast, il a répondu à pas mal de questions, notamment deux qui vraiment nous intéressent particulièrement. Il a parlé de voitures, mais il a parlé surtout d'abord de réalité augmentée. Et c'est vrai que comme il va y avoir une WWDC prochainement, avec cette invitation un peu mystérieuse où on voit une paire de lunettes, on s'est déjà posé la question la semaine dernière. Tous les petites emojis ont effectivement une paire de lunettes. On se demande si Apple va dévoiler un casque de réalité ou des lunettes de réalité augmentée. Eh bien, écoute, il a confirmé que, alors il n'a rien annoncé, mais il a dit oui, mais la réalité augmentée, c'est le futur, c'est extrêmement important pour l'avenir d'Apple. Donc, peut-être bientôt de la réalité augmentée chez Apple. Ça existe déjà, on l'a déjà évoqué, Jérôme. Dans les smartphones, oui. Oui, bien sûr. La réalité, voilà, le smartphone, même l'iPad, l'iPad Pro, l'iPad aussi, est équipé d'un lidar qui permet d'améliorer encore la réalité augmentée. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Peut-être une paire de lunettes, peut-être un autre objet, un casque, on verra bien. Et puis, il a parlé de voitures, donc comme je disais. Alors, est-ce qu'Apple fabriquera un jour un véhicule autonome, véhicule connecté? Il confirme, Tim Cook, que c'est des choses qui l'intéressent parce que la voiture du futur, c'est vraiment le robot du futur. Mais il reste quand même très discret sur le sujet parce qu'il a dit que oui, ça les intéressait, mais vous savez, Apple travaille sur beaucoup de projets qui ne voient jamais le jour, donc il n'a rien de confirmé pour autant. Voilà, et il dit, nous étudions... Voilà, qui est adorable, qui est un fake, mais qui est très drôle. Avec l'énorme port Lightning, c'est très amusant. Voilà. Ça pourrait être ça, la voiture Apple. Nous étudions de nombreuses possibilités en interne. Il faut une grande rallonge. On va bien voir ce qui va se passer. Tiens, d'ailleurs, dans De quoi je me mêle, une émission que vous pouvez retrouver sur 01 TV. Là, dans les jours qui viennent, Emmanuel Torregano, que tu connais bien, qui est un expert, le cofondateur d'Electron Libre, qui est un expert du véhicule électrique, nous donne son analyse qui est très intéressante sur peut-être l'arrivée de l'Apple Car. Ouais. Et tu vas en parler sur Clubhouse aussi, non ? Et on va en parler sur Clubhouse, c'est ça, puisque si vous nous regardez ce soir pour l'une des premières diffusions de 01 Hebdo, en ce jeudi soir, en ce 8 avril, à 22h, voilà, sur Clubhouse, vous pourrez rejoindre notre room pour évoquer, entre autres, l'Apple Car. Effectivement, et tu seras là, Jérôme, aussi. Oui, je passerai vous dire bonjour. Avec ton bonnet de nuit, parce qu'à 22h, tu n'es pas loin de faire dodo.
Ouais, ça te va bien de dire ça. C'est vrai. Bon, ben voilà pour l'actu de cette semaine, les amis. Voilà, et bien donc on va passer à notre séquence invitée. On commence tout de suite avec le créateur de l'application et du site web Covid Tracker qu'on est ravi de recevoir tout de suite. Et Guillaume Rosier nous a rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes le fondateur de Covid Tracker et c'est vrai que en quelques mois vous êtes devenu un petit peu le rendez-vous référent dans ce domaine pour suivre l'épidémie grâce à la data, Jérôme, et c'est passionnant. Exactement. Alors ce site Covid Tracker, vous avez fait beaucoup de télé, beaucoup de radio ces dernières semaines. Vous l'avez beaucoup répété, mais réexpliquez-nous un petit peu ce que propose Covid Tracker. Alors Covid Tracker, le principe c'est de pouvoir suivre l'épidémie d'une manière le plus claire possible, la plus simple possible, donc de pouvoir suivre la gravité de l'épidémie, mais aussi l'évolution de l'épidémie dans chaque tranche d'âge, dans chaque territoire, d'une manière la plus fine possible. Et puis on propose aussi des outils qui sont complémentaires et qui sont un peu plus pédagogiques pour comprendre d'autres facettes de l'épidémie. Et donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir mesurer, de pouvoir comprendre comment évolue l'épidémie pour pouvoir mieux anticiper et mieux lutter contre l'épidémie. Mais alors vous n'êtes pas issu du milieu médical, vous êtes ingénieur, c'est ça? Oui, je suis ingénieur en data science, je suis consultant pour une entreprise. Voilà, vous avez un vrai métier à côté. Oui. Vous avez fait ça sur votre temps libre, en fait, et c'est devenu aujourd'hui une référence, ça sert à tout le monde. Il paraît qu'Emmanuel Macron est fan de Covid Tracker. Je sais pas si vous l'avez rencontré ou pas? Non, je ne l'ai pas rencontré. Il m'a envoyé un message pour me remercier d'avoir fait tout ça, mais je ne l'ai pas rencontré. C'est chouette, ça doit faire chaud au cœur, non, d'avoir un bien sûr. Un petit message du président de la République, c'est chouette. Bien sûr, ça fait chaud au cœur, mais l'avis des citoyens lambda compte aussi beaucoup pour nous. On reçoit des dizaines de messages chaque jour de personnes qui disent que c'est plus facile de suivre l'épidémie, qu'ils arrivent à mieux s'adapter à l'épidémie grâce à Covid Tracker. Donc ça aussi, ça nous fait évidemment très plaisir. Mais donc oui, c'est une initiative qui est bénévole. Nous, on fait ça le soir, le week-end, en dehors de notre métier ou de nos études, pour certains même de l'équipe. Et donc, on fait ça de façon bénévole. Le site est gratuit, il n'y a pas de pub. Et puis, le code est open source, donc le code est libre. Chacun peut le consulter, le télécharger ou même apporter des modifications. Chacun peut contribuer au projet. Et puis, je vous ai entendu dire récemment aussi que, en fait, vous avez beau être ingénieur et data scientist, vous n'aviez pas d'expertise dans la création de sites web, donc vous avez tout appris pour fabriquer ce site. Exactement. Moi, mon domaine de compétence, j'ai fini mes études en septembre dernier, donc je suis ingénieur depuis quelques mois seulement. Et en fait, mon domaine de compétence, c'est plutôt la data science, donc le traitement des masses de données informatiques. Et donc, j'avais jamais eu de cours, par exemple, sur la création de sites internet et j'avais jamais fait de développement web. Donc, j'ai dû apprendre au moment de créer Covid Tracker, il y a un peu plus d'un an maintenant, malheureusement. J'ai dû apprendre à faire un site internet, donc c'est pour ça que tout n'a pas été parfait dès le début, mais donc on s'est amélioré. D'autres personnes nous ont rejoints de manière à améliorer le site internet au fur et à mesure des mois. Alors on va revenir sur les fonctionnalités de Covid Tracker et puis surtout Vitmados, qui est votre nouveau projet. Mais est-ce que ça vous a fait une super carte de visite Covid Tracker? Parce qu'effectivement, vous sortez de vos études. J'imagine que vous devez avoir des propositions super intéressantes ou pas? Oui, en fait, à vrai dire, j'ai trouvé mon métier actuel via Covid Tracker. C'est-à-dire que, alors que j'étais encore étudiant, je réalisais mon stage de fin d'études l'été dernier. Une quinzaine d'entreprises m'ont contacté, voyant que j'avais fait Covid Tracker, enfin des entreprises qui donc appréciaient l'initiative et qui avaient vu aussi que j'étais en stage de fin d'études et donc que je chercherais très probablement un CDI prochainement. Et aujourd'hui, j'ai rejoint l'une de ces entreprises dont la culture m'a beaucoup plu. Et qui est quelle entreprise? Et qui est Octo Technologies, qui est une entreprise de consulting. D'accord. Mais si vous n'aviez pas fait Covid Tracker, vous ne seriez peut-être pas là-bas, en fait. Oui, exactement. C'est dingue. En fait, pour l'anecdote, c'est 2 employés de l'entreprise qui me suivaient sur Twitter et donc qui m'ont envoyé un message sur Twitter pour me dire tiens, on pense que tu vas chercher un emploi bientôt, on pense que ça pourrait correspondre avec notre entreprise. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, j'ai trouvé mon job sur Twitter. C'est génial. Après, vous êtes sur un créneau qui est porteur aussi. Oui. Voilà, vous êtes plutôt chassé que vous ne cherchez du travail. Oui, c'est vrai que le domaine de l'informatique et en plus de la data science est en pénurie
pénurie de... on a besoin énormément de gens comme vous. On a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de demandes. Donc oui, c'est sûr que ce n'est pas un domaine où c'est très difficile de trouver un emploi. Il y a très peu de chômage chez les data scientists. Oui, il y a très peu de chômage. Je crois que la moyenne de temps pour trouver un emploi à la sortie d'une école d'ingénieur en informatique, c'est une quinzaine de jours. Voilà, donc c'est extrêmement rapide. La très grande majorité des gens trouvent un emploi très rapidement. Voilà. Alors maintenant, si on revient à Covid Tracker, évidemment, la question qu'on se pose, nous ici, notamment à 01 Hebdo, dans 01 Hebdo, comment ça fonctionne, comment ça marche? Parce qu'on l'a dit, vous n'êtes pas issu du milieu médical. Donc toutes ces datas-là, comment elles se retrouvent sur votre site? Alors très concrètement, on a fait des algorithmes qui vont télécharger les données donc de santé, par exemple le nombre de cas de coronavirus, le nombre de personnes hospitalisées, etc. Donc ces algorithmes ils vont télécharger ces données très régulièrement dès qu'il y a des nouvelles données, c'est-à-dire en général une fois par jour le soir, auprès des open data, donc des données qui sont publiées librement par les différentes administrations ou les organisations publiques. Donc ce sont des sources fiables. Exactement, c'est des sources fiables, c'est des données qui sont ouvertes, chacun peut y accéder. Donc par exemple, Santé publique France publie la majorité de ces données, mais aussi l'INSEE pour par exemple la mortalité ou l'adresse par exemple, voilà, que des organisations publiques. Donc vous êtes plugué sur ces services-là, dès qu'il y a un nouveau chiffre qui arrive, paf, vous l'intégrez. Exactement, et ensuite il y a plein de processus qui sont effectués par ces algorithmes pour faire des statistiques, pour générer des graphiques, des visualisations de données. Oui, parce que c'est très visuel en plus, ce qui fait que c'est accessible au plus grand nombre. Exactement, c'est l'objectif. Et plein de traitements aussi pour nettoyer les données, agréger les données, faire des calculs, comme par exemple, on parle beaucoup du taux de reproduction du virus, mais il faut le calculer, c'est une donnée qui est estimée. Et puis ensuite, tout ça est exporté sur le site internet pour pouvoir mettre à jour tous ces chiffres et toutes ces visualisations de données de façon immédiate, de façon quotidienne et automatique. Et tout cela est automatique, ce sont des moulinettes qui tournent, vous n'avez pas besoin d'intervenir manuellement pour le traitement des données? Absolument, tout ce traitement est complètement automatique, donc le téléchargement des données, le traitement, puis ensuite l'export sur le site internet. Alors des fois on est obligé d'intervenir pour plusieurs raisons. À certains moments on a bien sûr des problèmes de qualité des données avec des erreurs dans les données, donc on doit corriger ça, on doit prendre en compte ça. Et puis on doit bien sûr améliorer en permanence les différentes visualisations, les différentes statistiques. Donc ça nous impose d'intervenir pour améliorer les algorithmes. On parle beaucoup de prédictions aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a comment dirais-je, il y a beaucoup d'analystes qui arrivent à prévoir en fait la fin de l'épidémie, etc. Est-ce que vous, c'est votre domaine aussi ? C'est pas notre domaine parce qu'en fait on souhaite laisser ça... Ça nous arrangerait si vous pouviez nous prédire la fin de l'épidémie. On adorerait tous, mais on préfère laisser ça aux personnes qui sont les plus compétentes dans ce domaine-là, c'est-à-dire les épidémiologistes et les modélisateurs, notamment en épidémiologie. Et donc on préfère laisser ça aux différents groupes de recherche. Ils se servent de vos données, enfin de l'agrégation de vos données justement J'ai eu quelques retours de personnes de l'INSERM notamment qui disaient se servir de Covid Tracker, ça les aide à construire leur modèle. Donc ils s'en servent, ils ont aussi accès bien sûr à l'open data comme tout le monde. Qui se servent aussi de l'open data. Mais donc on préfère les laisser faire cette partie-là qui est plus technique et qui est plus, où il faut vraiment des compétences métiers qu'on n'a pas pour faire des prédictions qui sont le plus justes possible. Alors Covid Tracker, on comprend, c'est fait vraiment pour le grand public, pour le plus grand nombre qui a envie de s'intéresser, de savoir un peu où on en est. Et du coup, vous avez lancé, comme le disait François, une nouvelle fonction sur ce site qui s'appelle Vite ma dose. Pour trouver des vaccins, parce que voilà, les vaccins, on sait qu'ils existent, mais ils sont un peu rares en ce moment. Oui, exactement. En fait, je suis parti d'un constat, c'était mardi dernier, il y a un peu plus d'une semaine, où en fait je devais prendre rendez-vous pour vacciner un de mes proches qui est éligible à la vaccination. Et en fait, je me suis rendu compte que le parcours de prise de rendez-vous du point de vue du patient était assez complexe, assez difficile. C'est-à-dire qu'on a des numéros de téléphone qui ne répondent pas forcément, on a des plateformes de réservation qui sont multiples. On a Keldoc, Maya, on a Doctolib, on a Ordoclick, on a Pandalab. Donc voilà, il y a beaucoup de plateformes et chacune de ces plateformes n'est pas non plus forcément complètement optimale. On ne trouve pas les centres de vaccination et les rendez-vous de façon très rapide. Donc je me suis rendu compte que c'était assez complexe du point de vue patient. Et puis d'un autre côté, en rusant un petit peu, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de centres de vaccination qui avaient des rendez-vous disponibles et à très court terme pour le lendemain, le surlendemain, et puis partout en France. Et donc je me suis dit, c'est dommage. On a des centres de vaccination qui veulent vacciner le plus possible, le plus rapidement possible. On a des patients qui souhaitent prendre un rendez-vous le plus rapidement possible. Il faut les mettre en relation. Donc ça m'a donné l'idée de créer Vite ma dose, qui a été publié le jeudi suivant, donc jeudi 1er avril, il y a une semaine pile. Et donc l'objectif de Vite ma dose, c'est qu'on a fait des algorithmes qui vont scruter
qui vont scanner ces différentes plateformes de réservation, qui vont détecter pour le patient les rendez-vous qui sont disponibles, les slots libres, et ensuite les afficher d'une manière très claire et très agrégée. Département par département. Exactement. Et donc en fait, le patient n'a qu'à sélectionner son département, et ensuite il va avoir la liste ordonnée par date croissante, les rendez-vous qui sont disponibles de vaccination, et donc ensuite il peut cliquer en un clic, aller réserver ce rendez-vous auprès d'une des plateformes que j'ai citées. Voilà. Et donc on a lancé ça jeudi dernier, et maintenant on supporte les 4 plus grosses plateformes qui sont Doctolib, Maïa, Keldoc, et puis même les pharmacies avec OrdoClick. Donc on peut prendre rendez-vous aussi dans une pharmacie pour la vaccination. C'est top. Et j'imagine que là, avec les semaines qui viennent où les vaccinations vont monter en charge, votre site a encore plus d'intérêt finalement, parce que c'est maintenant qu'on va tous bientôt pouvoir prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Oui, et puis notre objectif, c'est vraiment d'optimiser la campagne vaccinale. Donc on trouve ça bête que des doses dorment la nuit parce que des rendez-vous n'ont pas été pourvus. On souhaite que la vaccination... Sans compter les doses gaspillées parfois. Et puis les doses gaspillées, puisque si on a quelques rendez-vous qui sont annulés, qui ne sont pas pris ou qui sont annulés tardivement dans la journée dans les centres de vaccination, si ces rendez-vous ne sont pas pris par d'autres personnes, ensuite c'est peut-être des doses perdues le soir. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une appli aux États-Unis d'ailleurs qui répertorie les doses qui vont disparaître en fait, enfin qui sont à la limite de la, comment dirais-je, de la date de péremption, et on propose en fait à des gens qui se sont inscrits de pouvoir très vite, parce qu'il reste quelques doses le soir, et bien d'aller se faire vacciner même s'ils ne sont pas éligibles. Il y a Covid List qui vient d'ouvrir, qui propose ça en France. Oui aussi, et qui n'appartient pas, qui n'est pas lié à Covid Tracker. Non, c'est pas vous. Mais les deux sont très complémentaires, puisque cet outil permet donc de s'inscrire à une liste complémentaire pour éviter de perdre des doses. Et puis nous, ça optimise les rendez-vous de manière à éviter d'avoir justement des doses perdues le soir. Donc les deux sont parfaitement complémentaires. Et bien voilà, des outils numériques indispensables en cette période un peu troublée et un peu bizarre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, avec plaisir. Et on vous suit, Guillaume, sur Clubhouse, où on discute souvent. Voilà, oui, c'est ça qui est cool. je sais, on discutait ensemble il y a 2 jours. C'est ça, mais on a discuté plaisir. ensemble la semaine dernière aussi dans l'after, donc c'est cool. Merci Guillaume et à très bientôt. Merci beaucoup, Merci à vous, Guillaume. avec grand plaisir. Il est temps maintenant de changer de sujet. On va parler de smartphone, mais attention, de smartphone équitable, Jérôme. Et oui, c'est le fameux Fairphone. Et c'est notre rendez-vous Tech Care. Le Fairphone, vous avez forcément déjà entendu parler de ce smartphone et nous sommes ravis de recevoir Luc James qui est en ligne avec nous, si tout va bien. Va via Skype. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Salut, bonjour. Bienvenue sur 01 TV dans 01 Hebdo. Luc, vous êtes responsable vente et partenariat donc chez Fairphone. Ça c'est correct, oui. Je travaille chez Fairphone dans notre équipe commerciale et une de mes responsabilités, je m'occupe de notre croissance sur le marché français. Alors, est-ce que vous pouvez quand même, malgré tout, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, nous rappeler un petit peu ce qu'est le Fairphone ? Oui, bien sûr. Alors, Fairphone, c'est une entreprise néerlandaise. On fabrique des téléphones d'une manière responsable pour montrer que c'est possible de créer et produire un smartphone éthique et durable. Et on se base sur 4 domaines clés. Un design à l'épreuve de temps, des bonnes conditions de travail, des matériaux et minéraux responsables et de réutilisation et recyclage. D'accord, donc un impact environnemental réduit au minimum. Hein, c'est ça l'objectif. Et on est déjà la 2e version, malgré tout, de ce téléphone. En fait, on est sur la 3e version. Le téléphone qu'on a sur le marché maintenant, on a 2 téléphones, le Fairphone 3 Plus et le Fairphone 3. Que j'ai dans mes mains là, et une des choses uniques, par exemple, si on parle de la thématique environnementale comme vous avez mentionné, on vend globalement 1,5 milliard de téléphones par an, et en fait on recycle que 15% de ces téléphones. Alors l'objectif de Fairphone, c'est montrer qu'en fait c'est possible de garder votre téléphone pour plus longtemps. Avec le Fairphone 3 et le Fairphone 3 Plus que j'ai dans mes mains, c'est un téléphone modulaire. Ça veut dire qu'on a accès à des pièces détachées et les téléphones sont très faciles à réparer. Alors par exemple, la raison numéro 1 pourquoi les gens ils achètent un nouveau téléphone, c'est parce que la performance de leur téléphone, la batterie de leur téléphone
ça commence à diminuer. Et pour nous, au lieu d'acheter un nouveau téléphone, je sais pas si j'espère que vous pouvez voir, on peut enlever la coque. Très bien. Et voilà, on peut facilement sortir la batterie. Je peux acheter la batterie pour 30 € et je peux la remettre et voilà. Et en fait, pour nous, on veut que les gens gardent leur téléphone au lieu de la moyenne en ce moment qui est à peu près 2,5 ans. On veut que les gens gardent leur téléphone pour 5 ans. Si on garde nos téléphones pour plus longtemps, on peut réduire notre impact CO2 par 40% et on peut réduire les minéraux qu'on utilise et l'énergie qu'on utilise pour créer un smartphone. Mais alors, juste une petite question, c'est vrai que, bon, dans un monde parfait, garder son téléphone 5 ans, pourquoi pas, mais on voit qu'il y a un progrès technologique qui est peut-être pas à la même échelle, Luc. Est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, on sera toujours dans le coup et est-ce qu'on aura vraiment un téléphone qui répondra à tous les usages du numérique de demain si on se dit qu'on va le garder 5 ans ? Oui, alors c'est une bonne question et cette question, c'est deux parties. Vous avez le côté hardware et vous avez le côté software. Alors par exemple, le Fairphone 3 a sorti en 2019 et en fait, on a donné la possibilité aux utilisateurs Fairphone 3 de faire une mise à jour sur la caméra, alors de passer à 8 mégapixels à 12 mégapixels et à 12 jusqu'à 48 mégapixels pour avoir une performance de caméra meilleure. Alors nous, on utilise la modularité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, s'il y a des progressions techniques, que les gens, au lieu d'acheter un nouveau téléphone, ils achètent la pièce détachée pour donner cet upgrade et éviter gaspiller avec un nouveau téléphone. Et comme j'ai dit, on a aussi le côté software. Pour nous, c'est toujours donner la possibilité et la chance de l'utilisateur de garder son téléphone le plus longtemps possible. Alors, on fait des mises à jour et on fait des promesses de mise à jour de sorte pour 5 ans aussi. Et récemment, sur le Fairphone 2, qui est un Fairphone, le Fairphone 2, on a arrêté le vendre en avril 2019, mais on continue à faire des mises à jour de soft. Alors, malgré, comme vous disiez, il y a des progressions techniques, soit soft, soit hardware, mais nous, l'idée, c'est vraiment toujours lutter pour donner l'opportunité à ce utilisateur pour garder ce téléphone le plus longtemps possible. Luc, est-ce que, alors ces smartphones ne sont pas compatibles 5G, la 5G est arrivée, est-ce qu'on peut envisager un Fairphone compatible 5G ou bien c'est contre vos principes, puisque la 5G n'a en général pas la cote alors, on nous a demandé la question quand le Fairphone 3 Plus il a sorti en septembre, en août 2020. On a regardé quels sont les besoins du grand public et on a décidé sur le Fairphone 3 Plus qu'on ne voulait pas mettre cette opportunité de 5G sur ce téléphone. Donc pour l'instant, pas de 5G. Ça c'est correct. D'accord. Mais bon, au bout d'un moment, vous serez obligé d'y venir, on est d'accord. Je veux dire, c'est le sens de l'histoire. La philosophie de Fairphone, c'est qu'on veut toujours que les gens ils gardent leur téléphone le plus longtemps. Il faut qu'on regarde quels sont les changements qui viennent dans le monde technique, qu'est-ce que nous, on est capable de faire en termes de hardware, en termes de software. Et c'est vraiment, ça fait partie d'une progression évolutive. Mais ça revient toujours aux philosophies. Si votre téléphone, ça marche, si votre téléphone, ça répond à les besoins que vous avez sur un domaine habituellement, gardez ce téléphone le plus longtemps possible. Est-ce que vous pensez que la démarche Fairphone a eu une influence sur l'ensemble du marché, sur les autres constructeurs, parce que je crois que c'était un peu ça la démarche, l'idée au départ. Est-ce que vous avez finalement eu une influence sur le marché de la téléphonie mobile pour qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement ? Oui, je pense que oui, et ça fait partie de la mission de Fairphone. On veut inspirer l'industrie de se agir et de se mener d'une manière plus responsable. C'est pas une compétition, c'est pas non plus que notre porte soit fermée sur notre modèle de business. On veut partager notre expérience, on veut que les autres fournisseurs, mais non seulement les fournisseurs, mais peut-être centres de production, opérateurs, revendeurs et utilisateurs aussi, ils sont inspirés de qu'est-ce qu'on fait. Et en termes de votre question, on voit qu'on parle beaucoup plus de recyclage maintenant. On voit beaucoup plus de programmes pour recycler
notre ancien téléphone, on voit peut-être un petit peu plus de minéraux recyclés, intégrés dans la chaîne des valeurs et les produits des smartphones. Et dernièrement, et spécialement sur le marché français, depuis janvier, on voit que c'est obligatoire qu'on a un indice de réparabilité sur les produits électroniques. Moi, je trouve ça, c'est vraiment un bon pas sur l'avenir, spécialement quand j'ai commencé à travailler sur Fairphone, quand je commençais à Fairphone il y a 4 ans, on ne parlait jamais de la réparabilité. Maintenant, on voit dans les magasins que tous les produits électroniques, ils ont un indice de réparabilité et je suis fier de dire que Fairphone a un des meilleures notes en termes de cet indice pour les smartphones. Ah oui, on n'en attendait pas moins. Ah oui, exactement. Merci beaucoup, Luc, pour toutes ces précisions. Fairphone, donc, qui arrive aussi chez les opérateurs français. Hein. Donc, aujourd'hui, les opérateurs français distribuent aussi vos téléphones. Merci beaucoup. François, on en parlait dans le sommaire, une nouvelle histoire de cyber... alors, c'est pas exactement... Si, c'est un peu de la cybercriminalité. Oui, en tout cas, des données... Une grosse fuite de données. Ouais, voilà, des données personnelles de, on va dire, de centaines de millions d'individus, de 20 millions d'abonnés Facebook en France, circulent. Et on en parle avec notre spécialiste de la sécurité des données. Hein. Eh bien, c'est notre Avenger à nous, c'est Gilbert Kallenborn. Est-ce que Gilbert, est-il là ? Oui, puisque nous devons le retrouver aussi via Skype. Il va sans doute arriver dans un instant. Et puis je vous rappelle que juste après Gilbert, arriver dans ma petite oreillette. On retrouvera Jordan pour Je veux savoir. Bonjour. Salut Gilbert. Alors est-ce qu'on te voit ? Oui, on te voit. Formidable. Bienvenue Gilbert Kallenborn, le responsable, le spécialiste de la sécurité à 01net.com. Bon Gilbert, il va falloir que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé, parce que visiblement j'ai vu toutes les coordonnées de Jérôme sur Facebook qui étaient disponibles pour tout le monde. Ah là 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 là. Son numéro de téléphone. Ses photos, etc. Enfin bref, tout. Alors, je suis désolé, mais je m'inscris en faux, c'est pas vrai, j'ai vérifié ce matin, je n'y suis pas. Voilà. Désolé. Voilà. Mais c'était une petite blague, Jérôme. Je sais. François, alors, parce que c'est un utilisateur Facebook français sur 2. Donc, oui, donc c'est moi alors. C'est celui-là. Si Jérôme n'y est pas, moi j'y suis, forcément. Voilà. Bon alors raconte-nous cette histoire, en fait, qui date de 2019 en plus, Gilbert, hein, c'est pas récent. Non, c'est pas récent. En fait, c'est les données de 533 millions d'utilisateurs Facebook, donc c'est quand même pas mal. Hein. Des noms, des téléphones, numéro de téléphone, date d'anniversaire, géolocalisation, adresse email, statut marital. Bon, voilà, tout un ensemble de données qui se sont retrouvées. Alors, d'abord, en janvier dernier, ça a fait apparition dans le dark web, où quelqu'un voulait se faire de l'argent avec ces données. Et puis maintenant, depuis samedi dernier, en fait, toutes ces données sont en accès libre maintenant sur la toile. Donc c'est assez inquiétant. C'est des données en fait qui datent effectivement. On ne sait pas trop de quand ces données datent exactement. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était avant septembre 2019. Pourquoi ? Parce que en septembre 2019, Facebook a, on va dire, corriger une vulnérabilité sur son service qui permettait la collecte en masse de ces données. Alors justement, ce n'est pas un fichier qui a été piraté, c'est ça, hein ? Ce n'est pas une cyberattaque, mais c'est un truc pas net pour autant. Oui, non, justement. Alors Facebook tient vraiment à faire cette différence. Attention, ce n'est pas du hacking, c'est du scrapping. Donc, to scrape, de gratter, en fait, on gratte la toile. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que ces personnes malveillantes en fait ont abusé une fonctionnalité, ont exploité de manière abusive une fonctionnalité de Facebook qui permettait en fait de faire le matching en fait entre les numéros de téléphone de votre carnet d'adresses et les users qui sont dans la base de Facebook. Bon, concrètement, en fait, par exemple, vous avez votre appli Facebook et cette fonctionnalité permettait de regarder dans votre carnet d'adresses et de dire là nous avons trouvé tel contact donc votre ami chez Facebook également. Et ce qu'ont fait en fait ces personnes, c'est qu'ils ont envoyé plein de numéros de téléphone et comme ça ils ont pu récupérer toutes ces données. Donc c'était quelque chose d'assez simple. Hein, donc
assez facile à faire. Et donc, en septembre 2019, ce truc a été corrigé. Mais bon, malheureusement, c'était un peu trop tard. Gilbert, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette fuite de données ? Est-ce que c'est vraiment sensible ? Est-ce que c'est grave ? Alors, est-ce que c'est grave ? Alors, il y a ceux qui disent, finalement, c'est qu'un annuaire. Hein, un annuaire comme il y avait il y a 30 ans, avec des numéros de téléphone et des noms. Mais alors, qu'est-ce que c'est sensible ? Oui, parce qu'il n'y a pas de données bancaires. De la sensibilité que vous avez, vous, de vos données, des utilisateurs. C'est toujours utilisable, en fait, par les pirates pour monter, en fait, des opérations de phishing, de vous arnaquer avec des messages. Donc, voilà, donc ça, c'est déjà un premier pas dans la porte. Hein. Donc, c'est pour ça, par exemple, que la CNIL a alerté, en fait. Voilà, donc, bon, c'est vrai, on peut plus rien faire maintenant, ces données sont dehors, mais il faut au moins maintenant être alerte pour ne pas se laisser prendre, en fait, dans ce type d'arnaque. Gilbert, est-ce qu'il faut changer quelque chose si on a un compte Facebook ? Mais tu peux changer de nom. Alors, non, mais sérieux, est-ce que si je change de mot de passe, ça sert à quelque chose ou ça n'a rien à voir ? Est-ce qu'il y a des données qu'il faut changer ? Sur le mot de passe, voilà, dans cette affaire-là, le mot de passe, non, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Le mot de passe ne figure pas dans ces données. Et voilà, donc c'est des données, c'est des données en fait qui sont liées à la personne. Voilà, donc le nom, le téléphone, tout ça. Donc non, changer le mot de passe, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est toujours bien de le faire. Hein. La CNIL le conseille aussi, mais là, sur ce truc-là, non, ça. C'est rigolo, c'est que on ne peut pas faire grand-chose en fait, à part d'être vigilant. Voilà. Même le compte de Mark Zuckerberg a été piraté, visiblement, je crois. Oui, les données de Mark Zuckerberg figurent effectivement dans cette masse de données. Donc, oui, en France, c'est 19,8 millions, hein, quand même. C'est pas mal. Mais les pays les plus impactés, c'est l'Égypte, 44 millions, la Tunisie, 39, l'Italie, 35. Bon, et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Facebook, déjà en avril 2018, avait dans une note de blog, un peu au 3e paragraphe, avait dit oui, effectivement, il y a des personnes qui ont utilisé une fonctionnalité de Facebook pour faire du scrapping. Et à cette époque, ils avaient déjà dit que probablement tous les utilisateurs de Facebook ont déjà été siphonnés en fait par ce biais-là. Donc là, on a 533 millions, mais il est possible en fait qu'il y a beaucoup d'autres fichiers en fait qui circulent déjà. Ça explique peut-être ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est-à-dire quand on reçoit des appels téléphoniques, du spam par téléphone, du démarchage, les cabinets de voyance qui vous appellent, des choses comme ça. Parce que voilà, ces fichiers sont revendus, rachetés. C'est du marketing un peu louche, mais il y a des gens qui n'hésitent pas à acheter ce genre de fichiers. Enfin, cela dit, le cabinet de voyance, Jérôme, c'est normal que toi, on t'appelle parce que tu t'en sers souvent. Donc, oui, normal, bien sûr. Je vais savoir combien de temps encore je vais devoir te supporter. Ils te répondent ou pas Bon, très bien, Gilbert. Ça montre bien que Facebook, c'est un énorme panier percé, en fait. Ça, c'est quand même énervant. Et oui, ça, c'est clair. Et alors, Facebook qui... Et surtout, en fait, moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est la communication de Facebook. Et voilà, c'est ça. C'est quand même très, très énervant parce que, en fait, ce fichier est apparu en janvier dernier. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont fait aucune position, aucun message officiel. Et c'est que maintenant, en fait, que tout le monde s'énerve un petit peu par pression médiatique qu'ils ont enfin publié une note de blog. Et pourtant, ils ne comptent pas communiquer, enfin faire une notification aux utilisateurs. Hein. Ils ne se sentent pas vraiment responsables, en fait. Merci Gilbert. D'ailleurs, ils disent de toute façon, c'est fait, donc on ne peut plus rien faire. Voilà. Incroyable. Très bien. Magnifique. Vous l'avez compris, Gilbert adore Facebook. Hein. Non, mais je suis un utilisateur comme tout le monde. Hein, Ah oui. Bon, tes données ont fuité ou pas, tiens, Gilbert? Comment? Tes données ont fuité? Apparemment, je ne figure pas. Alors, ah oui, mais bon, je ne suis pas trop. Mais après, je suis sûrement dans un autre fichier. Imaginez un petit peu la réputation de Gilbert si ses données personnelles, alors que c'est le spécialiste de la sécurité à 01net, fuite. Il est pour rien. Ouais, mais bon. Personne n'est en sécurité.
Merci sûr. Gilbert. Gilbert Merci beaucoup, Kallenborn Gilbert. de 01net.com, bien sûr, spécialisé dans tout ce qui est cybersécurité. Voilà, et vous non plus, vous n'êtes pas en sécurité. La preuve, voici Jordan. Ah La transition de ouf. Je suis Ça fan t'a de la plu transition. J'adore. Comment ça va? Transition Man, on l'appelle. Bah ouais, je vois ça. Il exactement. était pas C'est content, Gilbert. Hein. Ah non, Gilbert Il était était pas pas content. content, il avait la pêche, hein, aujourd'hui, Gilbert. Il est jamais content avec Non, Facebook. il parle Ouais, un peu chafouin avec Facebook. Vous êtes dans la fuite de données, vous? Bah Moi, je- écoute, non. Ouais. Je suis pas. Vous avez de la chance, moi j'y suis. Tu y es C'est vrai Ah ouais. J'y suis. J'ai cette chance, merci Marc. Merci. Bon, ça Marc. va? Ça va bien. Je veux savoir. Alors, Bah Jordan. dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux tout savoir. Tout. Alors ça va être un peu long étant donné qu'il reste 7 minutes d'émission, mais on va faire au plus oh vite. mais non, allons-y. Non, j'ai récupéré toutes les questions que j'ai trouvées, enfin en tout cas une partie des questions, parce qu'il y en avait pas mal, que vous nous avez posées, soit avec le hashtag je veux savoir, soit sur Instagram, Facebook, Twitter, partout, on est un peu partout, hein, faut le dire. Et j'ai été les poser à Nicolas Lelouch, le journaliste de la rédaction le plus sympathique. Oui, Ils sont tous très sympas, mais Nico a plus de temps, vous vous en doutez, il a que 15 smartphones à tester par jour, donc il a un peu Ouais, de ça temps. va vite. Entre un Vivo et un Oppo, il vient un peu répondre à vos questions, et ça donne, parce que vous allez voir, un petit magnéto que je vous propose de regarder. Alors on y va. Et on est reparti pour un nouveau Je veux savoir. Encore une fois, ce hashtag magnifique, on applaudit Pierre. Ça mérite pas plus. On est toujours avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Jordan. Comment ça va? Bah écoute, très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour poser des petites questions que vous nous avez posées en commentaire ou un peu partout. Avec le hashtag Je veux savoir, n'hésitez pas à le mettre dans tous vos commentaires. Première question, elle va te plaire. Ça parle de tout ce que t'aimes. Xiaomi, Chine et Snapdragon. C'est Argan ou Argan qui la pose. Pourquoi Xiaomi a-t-il mis un Snapdragon 888 dans le Redmi K40 Pro en Chine et pas dans les équivalents français Xiaomi Poco F3? Parce que ça peut arriver tout simplement plus tard. C'est aussi toute la magie de Xiaomi. Pendant il y a quelques années, c'est vrai que la gamme Redmi K, qui était très populaire en Chine, elle arrivait en France sous une version remaniée Xiaomi. En l'occurrence, c'était la gamme Mi 9T à l'époque. Là, aujourd'hui, la stratégie de Xiaomi en France, elle est de monter en gamme. On le voit énormément avec les Mi 11 notamment. On a un Mi 11 Ultra à 1200 €. Ils veulent faire des produits ultra haut de gamme et ils conservent avec les gammes Redmi et avec les gammes Pocophone un petit peu de l'entrée de gamme avec des prix cassés. Donc pour eux, c'est pas logique aujourd'hui d'avoir un appareil aussi bon sur le côté Pocophone que sur le côté Xiaomi beaucoup plus cher. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne va pas avoir justement un nouveau Pocophone ou un Redmi Ultra ou quoi que ce soit avec le Snapdragon 888. Donc il faut être patient, mais ça peut arriver en France et sinon, il y a toujours l'importation. Pocophone en France, ça marche un peu? Xiaomi communique dessus ou pas du tout? En réalité, souvent en France, là on parle le public de 01net, nous on connaît Pocophone, on connaît bien le milieu de la tech. Mais il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles achètent un téléphone, elles vont chez Orange, chez HFR, chez Bouygues, à la Fnac, Carrefour. Chez Carrefour, oui Carrefour aussi qui est un gros endroit où on achète les téléphones d'entrée de gamme notamment. Et là-bas il n'y a pas Pocophone parce que Xiaomi ne veut pas proposer Pocophone là-bas. D'accord. Donc en fait ça va être des produits très confidentiels à chaque fois, donc c'est toujours peu connu. Et en ce qui concerne les envois presse, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, Xiaomi n'avait pas voulu envoyer les Pocophones aux journalistes parce qu'ils avaient peur qu'on trouve que les Pocophones étaient meilleurs que les Mi haut de gamme. Mais ça prouve que Pocophone n'est pas la stratégie centrale de Xiaomi en France. Nouvelle question, François, qui demande, très beau prénom François, hein, on adore. Qui nous demande quelles sont les montres connectées du moment compatibles eSIM, si possible avec une autonomie d'1 à 2 semaines. Bonjour à toute l'équipe, merci. On mélange quand même deux aspects des montres connectées qui sont assez opposés. En l'occurrence, la longue autonomie, généralement, c'est des montres qui sont très peu performantes, Pas forcément compatible avec une eSIM. C'est ça va être du Xiaomi, ça va être du Huawei, ça va être du OnePlus aussi, mais c'est pas avec un vrai système d'exploitation, c'est souvent des systèmes extrêmement allégés, avec l'heure. Moi j'ai toujours trouvé que la toquante, donc l'aiguille des secondes, n'était pas extrêmement régulière. La toquante. Elle bougeait pas, on a cité le mot toquante. Tout ça pour dire que c'est pas des montres extrêmement haut de gamme et que du côté des montres extrêmement haut de gamme, c'est là où on va trouver la compatibilité 4G et eSIM. Et donc en tête, je n'ai réellement que Samsung et Apple qui font ça. Oppo aussi a un modèle 4G, 4G avec Orange, mais l'autonomie chez Oppo, elle n'est même pas d'un jour. J'ai jamais réussi à terminer la journée avec l'Oppo Watch. Le mieux pour moi, dans le cas, j'imagine que vous êtes sous Android, c'est d'aller du côté de Samsung, où il va y avoir d'assez bons produits qui tiennent un peu plus d'un jour, mais n'espérez pas vraiment aller sur les 2 semaines. T'as une référence à recommander? Moi, j'aime beaucoup la Galaxy Watch Active, Active 2 d'ailleurs, c'est la dernière, qui est très jolie, qui a un cadran vraiment... Je trouve que c'est la plus belle des montres connectées. Okay. Maintenant, certaines personnes vont préférer les modèles plus classiques, qui sont certes plus gros, mais qui offrent plus de fonctions, tout ça. Oui, exactement. Nouvelle question, Xelmisfi. Pour rester dans le thème, à quand le test de la OnePlus Watch?
Au moment où on enregistre cette émission, j'ai eu un mail de OnePlus ce matin me proposant de m'envoyer la OnePlus Watch. Je n'ai pas encore répondu, mais je vais le faire. Donc ça arrive bientôt. Ça va arriver normalement bientôt. Et l'avantage, c'est que, contrairement, vous savez, on a beaucoup de smartphones à tester. La montre, on va la tester en même temps que les smartphones, donc ça devrait aller assez vite. Dès que je l'ai, comptez une dizaine de jours. Voilà, question simple, réponse simple. Nouvelle question, il y a Afou976 qui te demande quel est ton smartphone personnel par exemple. Excellente question qu'on me pose assez souvent, figure-toi. Il a un Wiko. En réalité, il faut savoir que je change tellement d'appareil que c'est compliqué d'avoir un vrai smartphone personnel. Pendant longtemps, j'ai eu le Galaxy Fold, que j'ai vraiment adoré. Ça a été mon téléphone principal pendant assez longtemps et j'attends le prochain avec beaucoup d'impatience. Il y a aussi eu les Google Pixel et là, en ce moment, je suis sur l'iPhone parce que je suis un petit peu en train de me tester tous les services Apple, en l'occurrence Apple Fitness+, justement, Apple TV+, tous ces trucs qui sont exclusifs à l'écosystème Apple, que je trouve vraiment bien conçus. Donc là, je suis repassé à l'iPhone à titre personnel. Ma carte SIM principale est dans le téléphone que je teste. Okay. Donc j'ai une carte SIM secondaire qui ne me sert que à consulter les services en ligne sur mon téléphone que j'appelle secondaire. Tu parlais du Galaxy Fold, il y a David JV qui demande pourquoi on a zéro info sur le Z Flip 2. Il commence à y avoir quelques fuites. L'idée, ce qui a l'air de se profiler, c'est que Samsung va remplacer l'événement lié au Galaxy Note par un événement lié au smartphone pliant. Okay. Donc je m'attends à ce qu'il y ait plus de 2 smartphones pliants chez Samsung cette année, peut-être avec un justement FE ou quoi que ce soit pour baisser les prix. Donc à mon avis, tout va arriver à cet horizon. Eh ben écoute, j'espère qu'on a répondu à ta question. Et voilà, c'est tout pour cette petite session du jour de questions je veux savoir. N'hésitez pas à les poser, on regarde tout, on lit tout. Et puis Nicolas se fera un plaisir d'y répondre, enfin je pense. Bien sûr, toujours avec Jordan en plus, c'est évidemment quand on est en bonne compagnie. Eh ben merci Nicolas, à la prochaine. À la prochaine Jordan. Petit point. Boum. Ils sont formidables. Vous êtes mignons tous les deux. Ouais, Hein. bah là, on est sur notre 3e année de coloc quand même. Hein. Ouais, c'est ça. On pourrait les C'est appeler ça. Wiki et Pédia. Alors, il est plus Wikipédia et moi, je suis plus le point à la fin du Wikipédia. Nico a beaucoup plus de connaissances que moi. Merci en tout cas Nico. Bien, c'est sympa qu'ils jouent le jeu et qu'ils répondent à toutes vos questions, qui sont nombreuses. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, continuez le hashtag avec je plaisir. veux savoir. De temps en temps, Jordan fait le plein de questions et Nico y répond. Bien sûr, avec Voilà. grand plaisir, toujours. Tout simplement. Bon, la semaine prochaine, tu nous reviens. La semaine prochaine, j'espère vous essayer un objet. Je négocie là, j'envoie mes meilleurs mails. J'espère revenir avec un petit objet sympathique qui, je pense, te plaira à toi. Je suis sûr. On repassera cet extrait, mais je pense qu'il peut. Moi, je suis bon client, tu le sais. Oui, trop bon client, Bon justement. public, bon client. Adorable. ouais. Une patte. Jordan, merci. Merci à vous. Jérôme, Merci, juste Jordan. un mot, on en a Oui. parlé brièvement tout à l'heure sur l'arrivée des podcasts maintenant, ça y est. Ouais. Vous avez été très nombreux, des millions de gens étaient là devant les locaux. C'était terrible ces de 01 Net. manifestations là. Oui, on veut les podcasts, on veut les podcasts. Enfin bon, voilà, moi je les ai jamais vus, hein, mais il paraît qu'il y en avait. Il ne faut pas le contredire. Et donc, on a pris le problème à bras le corps. Ouais. Et ça y est, il y a les podcasts de 01 TV maintenant. Eh bien exactement, il y a les podcasts audio des émissions de 01 TV. Alors vous pouvez... Elle est belle celle-là. Alors vous pouvez retrouver 01 Hebdo en version Tu audio. devrais faire de la radio, Ouais, j'y pense, je vais faire un stage de formation. ça serait pas mal. 01 Hebdo, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 01 Drive. Tout à fait. Monsieur, qu'est-ce qu'on peut vous proposer également? Nous pouvons également vous proposer... Qu'est-ce que nous avons? Bon, alors de quoi je me mêle, c'était à côté, ça y est, De quoi je toujours, me mêle, ça bien existe sûr. toujours, il n'y a pas de changement, etc. Mais en plus, c'est un podcast vidéo. Tout à fait. Il y a l'UHE, l'Ultra Haute Émission, Jérôme Voilà, aussi. exactement. Il y a Village Émission. Startup. Et il y a Village Startup. Il y a chez Jérôme et François. Oui. Et oui. Qui est un vrai podcast natif. Voilà, donc vous pouvez retrouver dorénavant tous ces programmes en version audio si vous n'avez que ça à faire. Voilà, c'est disponible. Vous pourrez passer du bon temps avec nous. En tout cas, on l'espère. On est ravis en tout cas de vous retrouver régulièrement et chaque semaine notamment Oui. pour 01 Hebdo. Et donc on vous dit à la semaine prochaine. Bien sûr, d'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, faites attention et à jeudi prochain. Salut à tous, bonne semaine.